Je ne pense pas que l'Union européenne ait quoi que ce soit de légitime à offrir. Je ne crois pas que leurs inquiétudes soient fondées, ni que leurs opinions soient crédibles. Ce sont des entités faibles, manipulées par les intérêts américains. Elles ont vendu leur âme depuis longtemps et prétendent aujourd'hui vouloir afficher une conscience morale et une volonté d'indépendance. Mais cette indépendance est une illusion. Il n'y a rien de véritablement indépendant en Europe. Regardez leurs revendications. Ils demandent un président qui leur garantira une protection confortable, qui les tiendra en laisse, leur dira de rester tranquilles et d'obéir. Ils rejettent tout dirigeant qui les pousserait à se prendre en main et à devenir autonomes, car ils en sont incapables. Voilà la réalité de l'Europe actuelle. Pendant ce temps, sur le terrain, les affrontements intenses se poursuivent. Les rapports d'aujourd'hui mettent en lumière une escalade sans précédent, avec des pertes significatives du côté ukrainien. Rien que ces dernières 24 heures, l'Ukraine a perdu 430 soldats, 10 chars, 21 véhicules blindés lourds, 7 unités d'artillerie et 33 véhicules supplémentaires. En une seule journée, cela représente 70 équipements militaires lourds détruits, un coup sévère à leur capacité opérationnelle. Près de Malaya Korovnia, les combats sont particulièrement féroces. La Russie montre une détermination implacable à expulser les forces ukrainiennes de la poche nord-ouest. Même des experts comme Scott Ritter soulignent l'importance stratégique de ces batailles et les efforts renouvelés de la Russie pour consolider ses avancées. À Kupiansk, la situation est encore plus critique. Les pertes ukrainiennes y atteignent 570 hommes, marquant une intensification dramatique des hostilités. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque mètre carré est disputé avec acharnement, transformant la zone en un véritable épicentre de combats prolongés. Ce n'est pas seulement une lutte pour le territoire, mais aussi pour le moral des troupes ukrainiennes qui s'effondrent face à la pression. Plus à l'est, près de Liman, les bombardements russes continuent de désorganiser les défenses ukrainiennes, les forçant à reculer et à subir des pertes croissantes. À mesure que les forces russes renforcent leur contrôle sur ces zones, l'armée ukrainienne semble adopter une nouvelle stratégie. Protéger les positions jugées cruciales tout en abandonnant d'autres régions moins stratégiques. Les chiffres des pertes baissent légèrement dans certaines zones, comme à Pokrovsk, où l'on compte aujourd'hui 485 victimes, contre plus de 500 habituellement. Cette diminution pourrait refléter un changement tactique, mais elle illustre aussi l'épuisement des forces ukrainiennes, incapables de maintenir leur élan initial face à la pression constante des assauts russes. Les lignes de front restent en constante évolution, marquées par des pertes humaines et matérielles considérables. Ces affrontements acharnés attirent l'attention internationale et soulignent l'intensité croissante d'un conflit où chaque jour semble plus critique que le précédent. Le véritable bilan de ce conflit pour l'Ukraine dépasse largement ce que rapportent les médias. Si les pertes matérielles, comme les chars ou les pièces d'artillerie détruits, peuvent être comptées, les conséquences humaines et stratégiques sont bien plus profondes et durables. Chaque soldat perdu représente non seulement une perte humaine, mais aussi une diminution des ressources militaires et une fragilisation des capacités à long terme du pays. L'Ukraine se trouve confrontée à une crise majeure, marquée par l'épuisement de sa puissance de combat et par sa difficulté à projeter une force efficace sur le champ de bataille. Ce conflit ne se limite pas à une question de territoire, il met en jeu la capacité d'une nation à soutenir un effort prolongé face à une guerre éreintante. Pour mieux comprendre l'impact humain et stratégique de cette guerre, écoutons un extrait d'un entretien réalisé avec un expert militaire qui nous donne un aperçu précieux sur la situation actuelle. Un reporter indépendant a pu se rendre sur place pour observer les manœuvres. La contre-offensive a totalement commencé. Elle a démarré ces dernières 48 heures de façon dramatique. Tous les types d'armes sont utilisés dans cette région. Des engins russes ont été repérés sur la ligne de front et sont engagés dans des combats. Cela m'a été confirmé par 2 soldats. Car la Russie veut récupérer au plus vite la totalité du territoire conquis par les Ukrainiens
tout en continuant de mettre la pression sur le front de Pokrovsk. Pour l'aider à Koursk, l'armée russe compte sur le renfort de 10 000 soldats nord-coréens. D'après le département d'État américain, ces hommes participent déjà au combat. Nous avons eu aujourd'hui une discussion très productive sur le soutien que nous apportons à l'Ukraine face à l'agression russe en cours. Nous avons également discuté de la présence des forces nord-coréennes dans la bataille. Et elles sont maintenant dans le combat. Cela exige une réponse ferme. Kourakove qui est en grande difficulté, on vient d'apprendre de nouveaux dégâts, la destruction d'un barrage. De nombreux villages sont menacés de se retrouver sous les eaux. C'est ce que vous nous confirmez, Stanislas Poyet. Alors, le barrage de la centrale thermique de Kourakove a bien été endommagé ce matin par des bombardements russes, selon le gouverneur de la région de Donetsk. L'eau de la rivière Vovcha serait montée d'1,20 m par endroit, sans pour autant entraîner d'inondation pour l'instant. Cependant, dans les médias ukrainiens, le chef de l'administration militaire de la ville s'est cependant inquiété des conséquences possibles pour les villages en aval du réservoir. Alors pour l'heure, il est difficile d'avoir davantage d'informations. L'intensité des bombardements russes dans la région rend toute expédition sur place extrêmement dangereuse pour les autorités locales. Kourakove est l'épicentre de combats très violents depuis quelques semaines. C'est l'un des points de poussée majeurs de l'armée russe dans la région de Pokrovsk. La ville est cernée sur 3 côtés et les forces russes, qui ne sont qu'à 3 km du centre-ville, menacent de parachever leur mouvement d'encerclement. Pour l'heure, il reste entre 700 et 1000 habitants à Kourakove, la plupart vivant dans les sous-sols d'immeubles, sans eau courante, ni chauffage ou ni électricité, subissant les frappes incessantes de l'artillerie et des drones russes. Les pertes en véhicules blindés, en pièces d'artillerie et en autres équipements lourds s'accumulent à un rythme alarmant, signalant une érosion profonde des ressources ukrainiennes. Cette situation complique de plus en plus le maintien des opérations offensives, plaçant les forces ukrainiennes dans une posture défensive. L'épuisement progressif des ressources pose une question cruciale. L'Ukraine pourra-t-elle maintenir sa défense ou finira-t-elle par succomber à ce coût insoutenable? Au-delà des pertes matérielles, l'impact psychologique est significatif. La disparition de soldats qualifiés, de stratèges et de commandants expérimentés affaiblit non seulement l'armée ukrainienne, mais également le moral de la nation, menaçant ses efforts à long terme. Scott Ritter, stratège militaire reconnu, souligne l'inefficacité et le coût élevé des tactiques employées par l'Ukraine face à la machine militaire russe, déterminée et en constante amélioration. Selon lui, chaque tentative de résistance ne fait qu'accentuer l'épuisement des ressources déjà limitées, sapant encore davantage la capacité de l'Ukraine à soutenir le conflit. Sur le plan géopolitique, les effets du conflit s'étendent bien au-delà des frontières ukrainiennes. La Russie renforce son influence dans des régions stratégiques, notamment au Moyen-Orient, en nouant des alliances avec des acteurs majeurs tels que l'Arabie saoudite et l'Iran. Ces rapprochements redéfinissent les équilibres régionaux et remettent en question l'ordre établi par l'Occident. En se positionnant comme un partenaire clé sur les marchés mondiaux de l'énergie, la Russie s'impose comme un acteur central, tandis que l'Europe lutte pour surmonter ses propres défis économiques et maintenir sa position sur l'échiquier mondial. Le Moyen-Orient isole davantage l'Union européenne et affaiblit ses efforts pour limiter l'influence mondiale de la Russie. En réponse à la situation, l'Occident a imposé une nouvelle série de sanctions économiques contre la Russie, espérant ainsi faire pression sur ce pays. Cependant, comme l'a souligné M. Scott Ritter, ces sanctions ont souvent eu des effets contre-productifs. Plutôt que d'affaiblir la Russie, elles ont renforcé sa détermination et ont contribué à isoler encore plus l'Europe. En effet, de nombreux pays européens sont désormais de plus en plus dépendants de l'énergie russe, ce qui a créé un paradoxe stratégique. Loin de pousser la Russie dans l'isolement, cela l'a rapprochée de nations en quête d'alternatives au modèle occidental. Le paysage géopolitique mondial est en constante évolution, les équilibres de pouvoir se redéfinissant au fur et à mesure que la guerre en Ukraine ravage le pays. La Russie, quant à elle, consolide sa position sur la scène internationale, tant sur le plan militaire que économique. La réponse de l'Occident à ce défi pourrait bien jouer un rôle décisif dans l'avenir du conflit. En effet, ce conflit ne se limite pas à l'Ukraine. Il se déploie sur l'ensemble de la scène géopolitique mondiale,
avec des alliances qui se redéfinissent au fil du temps. À ce sujet, écoutons un extrait d'un reportage qui met en lumière les répercussions de ces changements d'alliance internationale. Olaf Scholz a été à l'initiative de cet entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, le premier en 2 ans. 1 heure d'échange entre les deux dirigeants qui s'apparente à une tentative d'apaisement alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'enlise. Il y a eu des discussions assez détaillées, franchement, en premier lieu sur l'Ukraine. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas à ce stade parler d'opinions convergentes. Bien sûr, il existe des désaccords assez profonds, mais le fait que le dialogue ait pu avoir lieu est très positif. Le chancelier allemand aurait demandé à Poutine, je cite, d'entamer des négociations avec l'Ukraine en vue d'une paix juste et durable, tout en exigeant le retrait des troupes russes du pays et la fin de la guerre, des demandes jusqu'ici restées lettres mortes. Car Moscou exige des concessions de la part de Kiev, comme la cession des territoires ukrainiens que Moscou a annexés en 2022, sans parvenir à les contrôler totalement. Une condition inenvisageable pour Zelensky, qui a accusé en retour Berlin de faire le jeu de la Russie. L'appel du chancelier Scholz ouvre, à mon avis, la boîte de Pandore. À l'avenir, il pourrait y avoir d'autres appels et conversations avec juste beaucoup de paroles. Et c'est exactement ce que Poutine souhaite, depuis longtemps. Il est extrêmement important pour lui de réduire l'isolement de la Russie et de mener des négociations qui n'aboutiront à aucun résultat, comme il le fait depuis des décennies. À l'heure où l'Ukraine cède du terrain sur le front, Zelensky redoute d'être contraint de mener des négociations défavorables à son pays. Dans ce contexte, les aspects militaires du conflit prennent une dimension particulière. Le conseiller principal du président ukrainien, M. Podolak, a récemment proposé que les forces ukrainiennes prennent la place des troupes américaines comme rempart de sécurité pour l'Europe. Bien que cette proposition soit audacieuse, elle n'est pas dénuée de fondement. Elle suggère un changement majeur dans la manière dont l'Ukraine se positionne sur la scène géopolitique, en passant de pays en guerre pour sa survie à une nation perçue comme un protecteur de la stabilité européenne. L'ambition de l'Ukraine est claire, mais la question de sa faisabilité reste ouverte. Cette proposition expose une divergence entre la perception de l'Ukraine et la réalité géopolitique. Depuis des décennies, les États-Unis ont massivement investi dans la sécurité de l'Europe, non par charité, mais dans le cadre d'une stratégie visant à maintenir leur domination militaire et leur influence géopolitique. Ces investissements profitent directement à leur complexe militaro-industriel, qui prospère grâce aux milliards injectés dans des projets de défense. Suggérer que l'Ukraine pourrait remplacer un tel engagement néglige l'ampleur des ressources nécessaires et la profondeur stratégique que requiert une telle tâche. De plus, les récentes discussions sur les ambitions nucléaires ukrainiennes révèlent un niveau de désespoir croissant parmi les dirigeants ukrainiens, qui cherchent des solutions pour sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. L'éventualité de l'utilisation d'armes nucléaires commence à refaire surface, ajoutant une couche de tension supplémentaire à une situation déjà volatile. L'escalade n'est pas nouvelle, mais elle comporte de lourdes implications. Le spectre d'un conflit nucléaire entraîne non seulement le risque d'une destruction généralisée, mais aussi le potentiel de déclencher une chaîne de réaction qui pourrait aller bien au-delà des frontières militaires de l'Ukraine. Des analystes et des critiques, comme Scott Ritter, ont prévenu que même discuter des options nucléaires crée une situation dangereuse. L'analyse de Ritter souligne que la simple mention de l'engagement nucléaire est une pente glissante qui peut perturber la stabilité et la force mondiale. Les nations adoptent des postures défensives qui aggravent le conflit. De plus, la réalité rend toute utilisation d'armes nucléaires fondamentalement dégrisante. Elle modifierait le paysage géopolitique, non seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais pour le monde entier. Cela éroderait pendant des décennies les efforts de non-prolifération et pourrait potentiellement déclencher une nouvelle course aux armements. Qu'il s'agisse d'un bluff stratégique ou d'un commentaire authentique, ce qui est en jeu est de savoir jusqu'où les tensions peuvent aller. La question est de savoir où parler de l'engagement nucléaire passe du domaine de la posture politique à une réalité risquée. Mais tant que les armes nucléaires restent un sujet de débat, d'autres démonstrations immédiates de pouvoir continuent de remodeler le champ de bataille. La supériorité aérienne de la Russie en est un exemple. Les récentes démonstrations de force des avions de chasse russes ont envoyé des ondes de choc à travers les cercles militaires. Le Su-57,
qui autrefois était écarté en tant que prototype sous-performant, s'est désormais avéré être un formidable avion capable de manœuvres défiant la compréhension conventionnelle de l'OTAN. Des fonctionnaires qui le ridiculisaient autrefois comme une simple pièce maîtresse parlent maintenant à voix basse, admettant que certaines de ces manœuvres défient même les lois de la physique. Ces performances servent de preuve éclatante du progrès de la Russie dans le domaine militaire. Le Su-57, capable d'exécuter des virages à haute accélération, une décélération rapide et un ciblage précis, est devenu un symbole de l'engagement de la Russie à maintenir sa dominance aérienne. Sa manœuvre de la feuille tombante, qui simule une perte de poids soudaine et un glissement, a surpris les observateurs occidentaux. Cette tactique lui permet d'échapper au verrouillage des missiles et de se repositionner offensivement, un véritable game changer dans le monde aérien moderne. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a récemment assisté au salon aéronautique de Zhuhai en Chine, un événement majeur dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Lors de sa visite, il a exploré une exposition d'équipements militaires terrestres chinois et a visité le stand de Rostec, le conglomérat industriel russe spécialisé dans les technologies de pointe. Au cours de l'événement, M. Shoigu a également rencontré Sergei Bogdan, pilote d'essai en chef de Sukhoi et héros de la Fédération de Russie. M. Bogdan est reconnu pour ses démonstrations impressionnantes du chasseur de 5e génération Su-57 qui ont suscité un grand intérêt en Chine. Le Su-57, également connu sous le nom de Félon selon la classification de l'OTAN, est le premier avion militaire russe conçu avec une technologie furtive comparable aux F-22 Raptor et F-35 Lightning II américains. La participation de la Russie au salon de Zhuhai, notamment avec la présentation du Su-57, reflète les efforts de Moscou pour promouvoir ses technologies militaires sur le marché international. Cette initiative vise à renforcer la coopération avec des partenaires clés comme la Chine et à explorer de nouvelles opportunités d'exportation pour ses équipements de défense. Le salon aéronautique de Zhuhai, également connu sous le nom d'Air-China, est un événement biennal qui se tient à Zhuhai, dans la province du Guangdong. Depuis sa première édition en 1996, il est devenu l'un des plus grands salons aéronautiques et aérospatiaux en Chine, offrant une plateforme pour la présentation de produits, des discussions commerciales, des échanges technologiques et des démonstrations en vol. La présence de M. Shoigu et la participation active de la Russie à cet événement soulignent l'importance accordée par Moscou à la coopération militaire et technologique avec la Chine, ainsi que son ambition de renforcer sa position sur le marché mondial de l'armement. Scott Ritter, dans son analyse, a décrit ces affichages comme un moment charnière qui remodèle la manière dont la puissance militaire est perçue et stratégiquement mise en œuvre. Selon Ritter, les Su-57 défient les capacités aériennes précédentes et forcent l'OTAN et ses alliés à reconsidérer leur propre stratégie aérienne. La vente potentielle de ces avions à des acheteurs intéressés comme la Chine, l'Inde ou l'Arabie saoudite ajoute encore plus à leur mystique, suggérant que l'avantage technologique de la Russie ne se limite pas à sa propre défense, mais représente également un atout important pour l'exportation de marchandises aériennes vers le reste du monde. Les mouvements stratégiques de la Russie ne s'arrêtent pas là. Nous abordons désormais la question de la réponse de l'Europe à la politique secrète de la Russie en matière de stratégie maritime. La flotte, dite de l'ombre,
est devenue une préoccupation croissante au sein des cercles politiques européens et occidentaux. Les sanctions visent à restreindre la liberté de la Russie d'exporter de l'énergie, mais Moscou a tourné cette pression en faveur d'un réseau maritime de plus en plus sophistiqué et secret. Les itinéraires de ces opérations ont l'Europe se démener pour y répondre, sans parvenir à contrôler ni surveiller le vaste réseau de pétroliers qui continue de naviguer discrètement dans le monde entier. Malgré les efforts de l'Europe pour couper ces voies, le pétrole russe continue de couler, soutenant son économie et finançant sa guerre. Les efforts de cette flotte fantôme incluent des navires qui sont intentionnellement masqués à l'aide de méthodes de suivi traditionnelles, telles que la désactivation des transpondeurs et le changement de registre en cours de route pour éviter la détection. Les implications pour le commerce mondial sont vastes, en particulier pour une Europe déjà mise à rude épreuve par les sanctions et une économie chancelante. Plus l'Europe pousse pour des contrôles plus stricts, plus le commerce russe reste résilient et adaptable. M. Scott Ritter a commenté cette dynamique en notant que les sanctions, qui visaient à affaiblir la Russie, finissent souvent par renforcer sa détermination et son ingéniosité. Les mesures ont non seulement échoué à stopper le commerce russe, mais elles ont également poussé Moscou à forger des alliances plus profondes avec d'autres nations énergétiques en dehors de l'Occident. Cela change considérablement la dynamique géopolitique et représente un sérieux défi pour la stratégie énergétique et économique de l'Europe à long terme. Plus cette flotte fantôme fonctionne sans entrave, plus la pression augmente sur les décideurs politiques européens pour trouver de nouvelles solutions, qui pourraient ne pas arriver à temps pour empêcher une propagation économique plus large. Alors que l'Europe lutte contre ces défis, Varsovie se prépare à discuter de ses prochaines actions, à mesure que la guerre se prolonge et que l'hiver approche. Les dirigeants européens se réunissent à Varsovie face à un sombre futur. Les sanctions à elles seules n'ont pas eu les résultats escomptés. Le retour de Trump sur la scène politique américaine ajoute une autre couche de complexité à l'engagement de l'Europe envers l'Ukraine et le monde plus large. Le conflit avec la Russie est désormais soumis à un examen minutieux, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Au cœur de ces discussions, la question reste: comment aborder l'ombre de la flotte russe? Cette flotte, devenue emblématique, incarne la lutte plus large entre sanctions, application de la loi et survie économique. Les dirigeants appellent à une plus grande agressivité des sanctions visant le réseau de pétrole clandestin, tandis que d'autres mettent en garde contre des mesures qui pourraient nuire davantage à l'économie européenne. La réalité est que la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie et le soutien public décroissant pour le conflit ont placé les dirigeants européens dans une position difficile. M. Scott Ritter, en tant qu'expert chevronné, a souligné que l'approche actuelle de l'Europe revient à se couper le nez pour ne pas voir son visage. Avec Trump prêt à orienter potentiellement la politique américaine vers un soutien indéfectible à l'Ukraine, l'Europe doit envisager un avenir où elle ne pourra plus compter sur un soutien américain au niveau actuel. Cela laisse les dirigeants se démener pour évaluer les alternatives et faire face aux dures vérités sur le chemin à suivre. L'ironie est bien sûr palpable, alors que l'Europe tente de se distancer de la Russie, mais les ressources énergétiques de cette dernière n'ont fait qu'approfondir les blessures économiques de l'Europe. Plus ces problèmes demeurent non résolus, plus le continent devient vulnérable, non seulement en termes de sécurité énergétique, mais dans son ensemble sur la scène mondiale. L'histoire continue de se dérouler et nous continuerons de vous apporter les faits et les chiffres. Le Su-57 est le dernier produit de l'industrie aéronautique russe et l'un des avions de combat les plus avancés développés depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Présenté pour la première fois en 2010, cet avion massif est conçu pour offrir des performances supérieures dans les missions de supériorité aérienne et les missions air surface. La Russie a beaucoup travaillé sur cet avion. La preuve la plus simple en est que les 5 premiers prototypes du T-57, le prédécesseur du Su-50, ont été testés en vol plus de 450 fois. Après chaque vol, de nouvelles améliorations ont été apportées, et après chaque amélioration, de nouveaux vols ont eu lieu. De nombreux pays produisent leurs propres avions de combat. En fait, si l'on considère l'ensemble des pays du monde, ceux qui produisent leurs propres avions de combat sont assez peu nombreux. Faisons plus ample connaissance avec le Su-57,
l'avion de combat russe de 5e génération, communément appelé T-50 ou Su-57. Le Su-57 a d'abord été conçu pour remplacer le Su-27 et le MiG-29. Au début du projet, l'Inde souhaitait être partenaire du projet, mais elle s'est ensuite retirée du programme. Après les premiers essais de l'avion de combat Su-57, il est souvent comparé aux avions de combat américains F-22 et F-35. C'est surtout après les performances du Su-57, et plus particulièrement après son premier vol le 29 janvier 2010, qu'il a commencé à être comparé à ces deux avions de combat américains. Oui, c'est tout à fait normal, mais le Su-57 est un nouvel avion, et les avions de combat F-22 et F-35, qui sont considérés comme des comparaisons, sont activement utilisés depuis près de 5 ans. Il n'est donc pas tout à fait juste de comparer le Su-57 à deux avions qui ont fait leurs preuves. Mais bien sûr, cela ne change rien au fait que l'avion de combat Su-57 est de bonne qualité. Après son premier vol, le Su-57 a dû faire l'objet de travaux supplémentaires. Comme Poutine et la direction générale voulaient développer un avion de combat de plus haut niveau qui ne resterait pas passif face aux avions de combat d'autres pays, les vols d'essai ont été lancés rapidement. Les T-50 ont été soumis à des essais en vol continu, des améliorations ont été apportées rapidement après chaque vol, et une aventure de vol d'essai a été incluse à nouveau. Les 5 premiers prototypes du T-50 ont participé à plus de 450 vols d'essai. C'est dire l'importance que la Russie accorde à cet avion. L'un des points les plus sensibles des avions d'aujourd'hui est le radar et les caractéristiques d'invisibilité. Après tout, un avion doit être capable d'envoyer des missiles sur la ligne ennemie depuis de très longues distances sans être repéré par les radars. La position géopolitique de la Russie détermine son besoin d'un système de défense aérienne puissant. Dans ce contexte, l'un des principaux objectifs du développement du Su-57 a été sa capacité à surmonter des systèmes de défense aérienne complexes. Ses capteurs et son avionique avancée rendent cet avion très efficace dans la détection et le suivi des cibles. Le Su-57 est ainsi devenu un avion de combat de nouvelle génération doté des capacités souhaitées. L'une des caractéristiques les plus frappantes du Su-57 est sa grande manœuvrabilité. Cet avion a une conception très aérodynamique, ce qui le rend difficile à détecter et à suivre pour l'ennemi. Avec la nouvelle génération d'avions de combat, les possibilités de combat aérien ont diminué. Les avions peuvent désormais voir des avions sur leur radar à des centaines de kilomètres de distance et peuvent tirer des missiles à grande distance. En outre, le Su-57 est équipé d'un revêtement furtif avancé qui réduit les signatures radar et thermiques. Il est ainsi moins visible pour les systèmes de défense aérienne ennemis. En ce qui concerne le moteur, étant donné qu'il reste en l'air pendant une durée idéale grâce à son moteur très efficace, le Su-57 semble être l'un des avions de combat les plus douloureux parmi les avions de combat de la nouvelle génération. Le Su-57 est doté d'un armement polyvalent pour les missions air-air, air-sol et air-mer. Il peut être équipé de différents systèmes d'armes pour différentes missions. En fait, il n'est pas correct de considérer cette caractéristique comme une particularité aujourd'hui. Grâce au développement de la technologie, le coût unitaire des avions de combat a incroyablement augmenté, et les pays sont obligés de produire des avions de combat capables d'effectuer de nombreuses opérations avec un seul avion de combat. En d'autres termes, nous pouvons dire que cette caractéristique sera la norme pour les avions qui seront produits dans les années à venir. Le Su-57 a non seulement renforcé la puissance militaire de la Russie, mais lui a également permis de peser davantage sur la scène internationale. Surtout si l'on considère qu'il est considéré comme une alternative à l'avion de chasse F-35, les Russes semblent avoir réussi à cet égard. En outre, selon certaines informations concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie aurait utilisé des avions de combat Su-57. S'il est réellement utilisé et s'il montre une capacité à surmonter les systèmes de défense, nous savons qu'il s'agit du meilleur des avions de combat de 5e génération activement utilisés. Restez avec nous pour plus d'idées de champs de bataille et d'histoires derrière les numéros. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour vos mises à jour quotidiennes.